Et du coup, c'est Claude Terrasse, vous l'avez rencontré? Moi, j'ai eu affaire à lui parce que je faisais beaucoup de compétitions de ski de fond, donc on était intégré tout un noyau de compétiteurs et d'entraîneurs. De plus en plus, c'est lui qui a lancé vraiment la formation des skieurs de fond, quoi. Donc on a fait multiples stages ensemble. C'était lui le formateur, c'est lui qui a formé quasiment tous les skieurs de mon âge, quoi. Ah moi tu vois Antonin, c'est pour ça que je trouve ce lieu, c'est magique. Quand on arrive là, on fait cette longue montée, on débouche sur cette plaine, alors maintenant c'est l'été, couvert de fleurs. Au fond là-bas, il y a des gentianes en quantité. Et puis, comme tu viens de le dire, là, je trouve ce lieu, c'est apaisant. Ouais. On est en dehors de la civilisation, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de circulation motorisée, il n'y a rien. On est tout simplement bien. Bien, bien, bien. Comme on peut l'être dans le Vercors, dans ces endroits. Aussi bien en hiver qu'en été. La vallée de Saint-Aignan. Après, au niveau, on faut la direction qui part de la chapelle et qui va rejoindre de l'autre côté de cette petite chaîne de montagne la plaine de Vassieux. La plaine de Vassieux, on la voit au fond là-bas. La plaine de Vassieux en Vercors. Et là, on a une idée quand même de l'itinéraire de traversée. Et là, alors là, on s'est amusé avec un copain de promo. Celle-là, il date de 1960. Un jour de Mardi Gras, comme ça, à faire un petit peu les couillons sur les pistes de ski alpin. Alors l'anecdote, le gag ce jour-là, c'est que les copains qui étaient relativement débutants à ski alpin prenaient le téléski. Et moi, j'avais mes skitons et je m'entraînais pour faire les championnats de France, à l'époque, déjà. Et alors, je faisais la course avec le téléski. Et les copains, ils se rappellent chaque fois que je les vois, encore 50 ans après, 60 ans après. Tu te rappelles quand tu t'arrivais en même temps que nous, en haut du téléski. Un bon moyen d'entraînement. Voilà. Et une que j'aime beaucoup aussi, celle-là. On parlait de la traversée du Vercors, parce que mon grand plaisir a été de pouvoir faire la traversée avec chacun de mes trois garçons. Voilà. Et là, j'avais fait la course avec mon fils aîné, Philippe. Et on voit, il a l'air un petit peu fatigué quand même. Ouais. Voilà. Et puis l'entraînement d'été, voilà aussi. Ski à roulette ou patins spéciaux sur les petites routes pour éviter la circulation. Comment vous avez cru au ski de fond? Quelle a été la passion, la motivation qui vous a donné l'envie de faire du ski de fond?
L'envie, moi, c'était une découverte. Moi, c'était absolument, quand j'étais très jeune, j'avais environ 13-14 ans, un jour comme ça, les copains du collège où j'étais dans le Doubs, aux environs de Pontarlier, allaient tous évidemment là où il y avait une remontée mécanique. Et puis mon père, qui était professeur d'éducation physique également, m'a dit un jour, tu devrais essayer le ski de fond. Et il m'a posé un jour avec des skis de fond qu'il avait retrouvés c'était un peu archaïque comme matériel. Et puis je suis parti tout seul dans la nature. J'ai galopé là, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est-à-dire cet esprit de liberté qu'on a quand on a une paire de skis de fond et que les conditions s'y prêtent. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, il y avait une neige bien damée dessous, et puis une petite poudreuse par-dessus. J'ai galopé là et du coup, après, je n'ai plus touché les skis alpins, quasiment plus. Et je me suis consacré au ski de fond. Parce que, enfin, on connaissait, c'était un petit peu ma spécialité aussi. Et on parlait des Jeux Olympiques de 68, mais ce qui est le plus important quand même, enfin, c'est aussi important pour nous, skieurs de fond, c'est que en 68, c'était la première course populaire de ski de fond en France, donc la traversée du Vercors, à laquelle j'étais évidemment un des 3 promoteurs de cette course à l'époque. Donc tout de suite dans la foulée des Jeux en mars 68. Et là, bon, c'est peut-être une des choses dont je suis le plus fier, sans fausse modestie, parce que d'avoir créé cette première course populaire qui a rassemblé autant de fondeurs sur les hauts plateaux du Vercors. Et ça c'était vraiment une date à retenir, 1968. Et comment vous l'avez créé, la traversée du Vercors en ski de fond? On l'a créé avec des tout petits moyens, avec une hache à la main pour ébrancher les passages délicats, en faisant la piste avec nos skis parce qu'on ne pouvait pas aller là, avec des enchaînes d'amages. Et puis ça a été très très modeste au départ. Nous étions au départ 49 équipes de 2, ça se passe peut-être par équipe par 2. 49 équipes de 2, ben, ça fait 98 personnes, et après on est monté à plus de 2000 participants dans les années de grande fréquentation. Pas qu'un peu, je pense qu'on a complètement perdu cet aspect nature, qu'on retrouve un peu dans le ski de randonnée, et qui se pratique avec, bon, on revient à des skis de matériel intermédiaire entre le matériel purement nordique et le matériel purement alpin. Avec un ski de taille intermédiaire, moyenne, avec un anti-recul, avec des petites faux de phoque ou sans peau de phoque. Et donc on retrouve cette découverte de la nature au travers de la randonnée nordique, et ce qui mérite d'être promu d'ailleurs, c'est cette idée de randonnée, de traverser des grands massifs, de gîte en gîte. Là, regardez l'exemple de la GTJ, la grande traversée du Jura. Formidable, les gens partent. On programme ces étapes. On part d'une étape, on sait que le soir, on arrive à une autre étape. On a le couchage prévu, on apporte le plus gros du matériel. Et c'est ça qui est intéressant. Ça existe depuis très très longtemps dans les pays scandinaves. Et nous, on a mis du temps à le faire en France. Mais je pense que là, c'est une bonne formule. La formule d'itinérance. Et là, on redécouvre. Le but, c'est d'arriver au gîte le soir, d'arriver au refuge. Comme on le faisait avant, comme moi je l'ai fait souvent, enfin pas souvent, mais non, donc quelques fois, en Finlande, où on voit la découverte de cette petite cabane, là où on fait un feu autour, et tout. On traverse les lacs gelés et tout, on a l'impression on a surtout cet espace. Et je crois que un camarade qui était très investi dans le développement du ski de fond disait le skieur de fond, c'est un moderne dévoreur d'espace. On a besoin d'espace. Donc oui, justement, au niveau de la mise en place de la grande traversée du Vercors, à l'époque, dans les années 70, c'était bien justement le parc, ce groupe d'accompagnateurs motivés par son massif qui avait envie de faire connaître son territoire et qui a créé cette course, Vercors traversée, qui dans la motivation de tout ça, ont mis en place les grandes traversées en relation avec le parc qui fait les itinéraires et les professionnels, les accompagnateurs, hébergeurs et tout ce qui va avec pour faire découvrir ce territoire. Et quand ils ont créé la course Vercors traversée, c'était bien pour faire découvrir les hauts plateaux, cet endroit mythique qui est maintenant une réserve sur 3/4 de sa distance.
mais qui permet de découvrir ce territoire extrêmement sauvage et complètement préservé. Alors je suis Jacqueline Terrasse et je suis mariée depuis le 31 décembre 1960 avec un skieur de fond et moi je ne connaissais pas la neige, la montagne ni rien. Donc j'ai été parachutée d'abord à Pontarlier où il faisait très froid, j'ai eu mes 3 premiers enfants et il me fallait plus de temps pour les habiller que pour rester dehors. Tellement qu'on avait une période assez difficile là. Et après, il a eu l'opportunité par le biais d'un journal officiel, je crois, où il était mentionné qu'on cherchait, que le lycée de Villard-de-Lans recherchait un professeur d'éducation physique. Il a fait la demande et il l'a eu. Donc on est venu ici en 64. Le 3e garçon donc avait 4 mois. Je me suis retrouvée ici dans des conditions un peu difficiles. Avec déjà ne connaissant pas tout ce qui concernait l'hiver et avec des enfants petits. La dernière traversée qu'il a faite avec un de ses enfants. Oui, il a fait avec les trois garçons et ça c'est en 86. En 86. 7, pardon, puisque c'était après l'accident. 87. 87. Oui, oui. Une arrivée avec à 2. Il laissé passer mon fils devant, il est là. Là avec aussi, son père. Ah non, c'est pas la même. Non, mais c'était là. Je sais plus. Il y en a une autre, je crois. Ah ben non. Voilà, ils sont là tous les deux, mais il est derrière, la Patrice. Et là, c'est avec notre petit-fils Kevin, qui avait 2 ans. Voilà, oui. Il a. Parce que Claude avait eu un accident en 86. Il n'a pas trop parlé. Il vous en a pas parlé ? De s'y aller ? Ouf. Donc cet accident l'a rendu quand même assez, endommagé, puisqu'il était bloqué jusqu'à... Il est allé ailleurs en rééducation et tout jusqu'à fin décembre. Il est revenu ici, il a pu revenir, on l'a laissé venir pour Noël. Et la traversée du Vercors était début mars. Je ne sais plus la date, mais en début mars. Et le début janvier, donc il n'y avait pas 10 jours qu'il était rentré de hier, il me dit « je vais aller sur des skis de fond, je vais aller sur des skis de fond ». Il ne tenait pas debout, et il avait mal partout. J'ai dit « écoute, non, c'est pas... » Il y avait un temps exécrable, brouillard, vent, neige, il y avait tout réuni. Et voilà qu'il sort de la voiture, moi je sors les skis, je sors les bâtons, et il se met les skis, et voilà qu'il essaye d'avancer, il n'a pas fait 5 mètres. Et de là, alors c'est vrai que là, il a une volonté assez exceptionnelle, c'est que tous les jours, il s'est forcé à marcher de plus en plus loin, avec... D'abord marcher, oui, avec notre petit-fils que l'on gardait un peu, qui avait 2 ans, notre Kevin, et il essayait de marcher un petit peu avec lui, et de petit à petit, il a refait un petit peu de ski, et la traversée, au mois de mars, il a pu la faire. Et c'est là que notre fils, Patrice, qui skie pas beaucoup, qui est sur Marseille, il est toujours en ville et tout, mais enfin toujours skieur, hein. Et là, Patrice a dit, c'est le seul moment où je peux faire la traversée avec toi. Mais on lui avait dit, en plus les médecins lui avaient dit, vous ferez plus de sport. Ça m'ont dit qu'on ferait plus de ski. Voilà, on lui a dit qu'il ferait plus de ski, plus de sport. Et surtout pas du patinage. Et comme c'était encore les débuts du patinage. Oui. Il faut que tous les 2 jours, il fasse son vélo. Il marque le temps, il marque la distance, et il compare avec l'année dernière pour savoir si c'est bien... Si je perds pas trop. S'il perd pas de... Non, mais c'est aberrant. Je suis sûre que en tant que conjointe, c'est aberrant. Moi, je ne comprends pas, ça. Moi, je peux pas... Et ça, oui, mais parce que finalement... Grâce à ça, il était trop en forme, regardez. Oui, mais c'est... Mais non, c'est pour ma santé.
piste, elle faisait 5000 m². C'était la patinoire, plus tout ici. Ouais. C'était tout glacé. Et pour faire les matchs, il délimitaient cette zone-là. D'accord. Donc il fermait la zone. Et donc ces plots, on les mettait nous, quoi. Ah ben celle-là, je dois y être, parce que ça, c'est la photo... on avait gagné peut-être la Coupe de France. Non. 89, 90. Non, ça c'est la D3 en haut, mais en haut c'est la première. L'équipe première en haut. C'est en bas, c'était l'équipe D3, mais en haut c'est l'équipe première. Avec Monsieur Huillier, Pierre Allard, Ferrero. Bah, de toute façon, ça a toujours Ah appelé ouais, les ours. l'ours, ça a toujours été l'ours. Hein. Vous Alors savez- l'ours a été du Vercors, a été de Villard-de-Lans maintenant. Avant ça s'appelait Villars Hockey Club d'ailleurs, sur le premier maillot bleu là-bas. Non, celui qui est dans le encadré là-bas. Ah oui. Villars Hockey Club. Ah, ce maillot, ouais, puis en plus c'était en laine. Ouais. Alors quand on était en patinoire découverte, qu'il neigeait ou qu'il pleuvait un peu, le maillot tout de suite Trempé. trempé, puis Une tonne. il pesait une tonne après. Ça, à mon avis, c'est dans les années 68, hein, autour des années des Jeux Olympiques. Donc un bon joueur de hockey, parmi les bons, ils peuvent espérer avoir une carrière de allez, une quinzaine d'années. Voilà, je suis Luis Magnoto. J'ai commencé le hockey en 1964 pour suivre des copains. Évidemment, on était toute une bande de copains, donc on se suivait, on jouait au foot ensemble. Après, on a décidé de faire du hockey ensemble. Et puis voilà, quoi. On a commencé dans ce club. Et après avoir été joueur, j'ai été dirigeant et j'ai fini par être président pendant 2 saisons de ce club. On a réussi à rejoindre l'élite nationale et le club de Villars a raté de peu plusieurs fois le titre de champion de France. On a gagné 2 fois la Coupe de France. Enfin bon, les résultats sportifs ont été plus que remarquables pour un petit club comme Villars. Alors le club existe depuis 1931. Ensuite, évidemment, il y a eu les épisodes de la guerre, etc., où ça s'est resté un petit peu en veilleuse, comme on dit. Et après, c'est reparti. Et l'essor du club, vraiment, qui nous a amené à l'élite nationale, s'est produit dans les années, disons, pré-olympiques. Pré-olympiques, dans les années 64-65, parce qu'il y a eu la patinoire artificielle qui a été essentielle dans le développement du hockey à Villars. Et puis ensuite, donc, c'est un groupe de passionnés, quoi, la famille Huillier avec Paul Bonnet, Guigon et compagnie, qui ont créé ce club et qui l'ont fait ressusciter après la guerre. Enfin... Ben vous voyez, là, ils sont tous décédés. Il n'y a que mon frère et moi. Ouais, mon frère, et ça, c'est moi. Parce que là, on était en 2e série, c'est moi qui marquais un but, et c'est là que le capitaine a mis à notre sympathique Totor, notre amitié, l'équipe. Totor. C'est moi qui les ai fait monter. Oui, on m'appelait Totor. Et ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est la patinoire découverte, là. Vous voyez, là, ça, c'est la coupole. Là, je suis là, moi. Ben là, ils sont presque tous morts. Si, il y a lui qui est en vie. Lui. Très très grand souvenir que j'ai, moi, de ma carrière de joueur, c'était je pense qu'en numéro 1, au point de vue émotion, c'était la première fois qu'on a battu Chamonix. Parce que Chamonix, c'était le club qui gagnait tout le temps. Et une année à Villars, la patinoire n'était pas encore couverte, elle était artificielle mais pas couverte. On avait battu Chamonix pour la première fois. C'était vraiment un exploit retentissant. Parce que c'était un mythe qui tombait, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, un deuxième souvenir fort, c'est lorsqu'on a gagné la Coupe de France, la première Coupe de France, en 77 peut-être, je pense, pas me tromper.
Parce qu'on avait déjà perdu en finale quelques temps avant contre Chamonix, encore une fois. Et là, c'était à Lyon, on avait remporté la Coupe de France, aussi un bon souvenir. Un titre majeur pour le club. Alors moi, je m'appelle Eric Corard, donc j'ai 20 ans. Donc je suis arrivé là à l'âge de 2 ans et demi sur le plateau. Et j'ai attaqué le hockey à 3 ans. Et depuis, je joue ici, quoi. Pas changé. Je fais mes études au collège Jean Prévost. Et après, je suis parti sur Grenoble pour faire un CAP charpentier. Donc je faisais les allers-retours pour le hockey. Et puis voilà. Là, je pars l'année prochaine sur Annecy, d'une division au-dessus, pour aller voir un peu ce que ça donne le niveau au-dessus, quoi. Et du coup, le rythme du hockey, ça s'intègre bien dans la vie d'un Villardien, d'un jeune Villardien. Quand on habite sur Villard même, ça s'adapte super bien, quoi, parce qu'on a les courses à aménager. Donc le soir, on finit, on descend direct là à pied, c'est à côté. Après, on a petite préparation, entraînement. Après, le soir, on peut rentrer et se coucher. Mais par contre, c'est vrai que quand tu travailles sur Grenoble ou que tu n'habites pas sur le plateau même, c'est un peu plus dur d'arriver à gérer, quoi. Je m'appelle Chloé Rard. J'ai commencé le hockey à 3 ans avec les ours. Je pense que j'ai dû commencer avec mon frère et ma sœur. On allait voir les matchs à la patinoire de la D2 et je pense qu'on a tous voulu jouer. Et c'est un peu naturel, quoi. Oui, je pense que c'était naturel. On a plus suivi les traces du grand frère qu'autre chose. Après, en tant que fille, au début c'était un peu dur, mais après avec les ours c'était un club resserré, du coup ils ont vite intégré les filles. Et j'ai jamais été seule, j'ai été avec Anaïs, il y avait à l'époque je jouais avec Athéna Lecatelli, Caro Lambert. Du coup on était un petit groupe de filles qui jouaient ensemble. Et c'est vrai que les garçons ils étaient vraiment là pour nous et ils nous défendaient beaucoup. Du coup voilà. Tu joues en quoi? Là t'es en... Alors là l'année dernière j'étais en junior et en D2. Et là, l'année prochaine, je passe senior. Donc, vu que maintenant, c'est passé en moins de 20 ans, donc vu que je passe les 20 ans. Et du coup, là, je pars jouer en D1 en senior à Annecy. Donc après, je sais pas comment ça va se passer là-bas. Mais bon, c'est vrai que je suis impatient d'y aller, quoi, pour voir si ça va me changer. Et surtout voir des nouvelles têtes. Parce que quand tu vois les mêmes têtes pendant 15 ans... Ça fait... Villard, ouais, c'est ça. Villard, en fait, on connaît tout le monde. Je joue au hockey avec mes potes depuis... ça fait 17 ans que je joue avec eux, quoi. On passe nos journées ensemble, on part en vacances, on fait tout ensemble, quoi. Donc c'est vrai que là, ça va faire un peu bizarre de partir du village, mais bon. Les souvenirs de ce club, c'est surtout une ambiance familiale. Comme on disait, on était une bande de copains et qu'on soit bon ou pas bon, on jouait tous et c'était vraiment fantastique. On a pu comme ça intégrer dans l'équipe des joueurs qui n'étaient pas forcément très bons, mais qui avaient une volonté extraordinaire et qui faisait que le club était un des clubs les plus redoutés pour la ténacité qu'on avait. Et on savait défendre un résultat, c'était quelque chose d'important. Voilà. Puis on avait des valeurs, quoi, des valeurs de l'ours, je sais pas, ou des montagnards, c'était quelque chose. L'ambiance, c'est quelque chose qui te porte Ouais, l'ambiance, c'est surtout Villard, c'est ça qui est bien à Villard, c'est vraiment c'est le cœur de l'équipe, quoi. Le noyau, c'est que des Villardiens, on se connaît tous depuis qu'on a 15 ans. Ouais. Donc franchement, il n'y a pas de... Tu sais que tu arrives dans l'équipe, tu te retrouves en août, tu es content de retrouver les copains, tu passes tes journées ensemble, tu t'entraînes, tu manges, on sort ensemble, on fait tout ensemble, quoi. Donc franchement, l'ambiance à Villard, c'est un truc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient avoir ça en France. C'est spécifique, cette dimension-là, ouais. Ouais, après, je vois qu'à Grenoble, rien que les joueurs ne sont pas dans les mêmes écoles. Donc c'est-à-dire qu'ils se retrouvent juste le soir pour s'entraîner ensemble. Jouer le week-end, sinon après ils créent rien, ils créent des choses, mais c'est moins que Villard où franchement le noyau de l'équipe, c'est vraiment d'habiter tous ensemble, d'avoir un cœur tous ensemble, quoi, pour Villard. C'est un club, par exemple, on va tous s'entraîner. Et après on va tous aller, par exemple, aller au bar de la patinoire et boire un chocolat chaud ensemble. Je pense que c'est ça qui a fait notre force avec les ours. On se connaît tous, on est tous amis, on fait tous des petites soirées ensemble de temps en temps, des repas. Et on se connaît vraiment bien tous. Des retours, même après des défaites où dans le quart c'était le sandwich, le kill de rouge, enfin je veux dire c'était des... Voilà, on était pratiquement une famille à part, quoi, mais une famille soudée ensemble. On avait en particulier notre ami
Jean-Claude Aymar, qui a été capitaine pendant longtemps et disparu maintenant malheureusement, qui nous disait on ne fait pas les choses les uns sans les autres, quoi. Forcément, dès qu'il y avait une activité, même en dehors du hockey, on s'appelait, on se voyait et on se retrouvait. La bascule, c'est central pour moi, premièrement, parce que mon papa et mon oncle, donc, ce sont 2 frères jumeaux qui ont une carrière dans le hockey, en équipe de France et également aux Ours de Villars. Et puis au fil des années, c'est resté le bar où sortir, le pub, donc qui amène quand même pas mal de jeunes. Et dans le milieu du sport et du hockey. Et comme mon oncle tient le bar de la patinoire, donc ça fait un peu le lien entre les frères qui tiennent les affaires sur Villard-de-Lans, en lien avec le hockey. C'est des familles, il y a les Favarins aussi sur Villars, les 2 frères. Et ce qui était assez marrant dans la famille Cantagallo, c'est que ce soit 2 jumeaux. Ah oui. Donc c'est des vrais jumeaux, donc il y a vraiment des liens et des comportements qui peuvent se ressembler. Ils ont énormément d'anecdotes depuis tout petit, que ce soit sur la glace ou à l'extérieur, qui sont assez intéressantes et assez prenantes. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'après à Villars, les hockeyeurs, ils ont un peu la popularité d'être les méchants, on va dire. Enfin pas les méchants, mais les durs. Hein. Les durs, voilà. Oui, parce qu'on est un peu fous. Enfin, les garçons surtout sont un peu fous. Ils viennent un peu partout. Ouais, voilà, déjà, c'est ça qui est bien à Villars, c'est que c'est basé sur la formation. Donc, c'est-à-dire qu'on a le plus de joueurs possible villardiens. Et après, toutes les équipes sont obligées de recruter parce que tu es obligé de faire une équipe quand même. Si tu veux être quand même maintenant à haut niveau, toutes les équipes commencent à recruter, ils ont des budgets énormes, donc tu pourras pas tenir une saison sans étrangers, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est une grande famille, les gens te suivent, et que même les étrangers, quand ils viennent, ils arrivent à se faire adapter, les gens sont ouverts, et ils les adaptent dans leur vie, quoi. Et du coup, franchement, pour des gens qui ne sont pas d'ici, je pense que Villars, ça doit être un bon club pour pouvoir et pour jouer pour le maillot. À Villars, tu joues pour le maillot, tu joues pour les gens qui ont vécu avant, qu'on fait monter l'équipe à ce niveau-là, et franchement, c'est ça qui est bien, quoi. Parce que c'est plus Villars, quand c'était en Magnus, c'était le club à pas jouer, quoi. Parce que tu sais que les joueurs, même s'ils n'ont pas la meilleure équipe, ils jouent avec le cœur, et à Villars, tu vas pas perdre à Villars contre Grenoble ou les plus grosses équipes, hein. Tu joues pour les gens dans les tribunes, tu joues pour ton maillot, pour l'ours. Et franchement, c'est ça qui est bien, qu'il ne faut pas qu'ils se perdent, quoi. Parce que... Et un peu plus haut, là où ils ont coupé les sapins, mais c'était extraordinaire. Ouais. On avait l'impression de partir en avion. Alors on repérait toujours avec mon ami. Alors on partait, on sortait du collège, on montait là, et puis on cherchait des grandes branches de bois mort, et on attrapait une branche très haute de sapin. D'accord. Hein, et je peux vous dire qu'on tirait, on tirait, et celle qui était accrochée, elle partait là. Jamais nos parents nous ont vus. Jamais. Bonjour Madame Guichard. Bonjour Mathis. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bon voilà, je suis Suzette Guichard, mon nom d'origine c'est Suzanne, mais tout le monde m'appelait Suzette. Je suis née en 1930, c'est bien loin, puisque je vais avoir 87 ans à la fin août. Et je suis née dans le château. Alors, je vais vous dire souvent, parce que nous on avait la consigne par mes parents de ne jamais prononcer le mot château. Ah oui. On était là, nous c'était notre maison, et quand mes parents ont construit la partie hôtel, ils ont appelé ça le nouveau bâtiment. Et donc nous on était dans l'ancien bâtiment.
Et le personnel, il lui était demandé de ne jamais prononcer la partie château ou la partie hôtel. Il n'y avait que quelques clients habitués qui disaient « moi je veux toujours la même chambre, mais celle du château ». C'est vrai que la vie que j'ai menée, c'était ce bâtiment, ce château, c'était quand même très spécial. Parce que sous la partie là qu'ils vont sûrement supprimer, là, quand ils vont le retaper, la partie longue là, il y avait donc le salon, mais dessous, au sous-sol, il y avait une espèce de souterrain. Et ce souterrain, ben, ils l'ont taillé et tout au fond du souterrain, mon père avait fait installer une chaudière. Quand justement, c'est pour ça que l'autre jour vous regardiez chauffage central, c'est à l'époque où il n'y avait pas de chauffage central dans les maisons. C'est pour ça que c'était la chaudière qui reliait, qui chauffait l'ancien bâtiment. Voilà. Et là, bon, quand on était sotte, papa nous disait, je vous descends au souterrain. Voilà. Alors voilà, ça c'est une partie du parc. Dans la deuxième partie en bas, vous voyez, il y a les transats des clients. Alors ça c'est toujours là. Voilà la partie là qui va être démolie, c'est celle-là, là, le bout là. Et avec les photos. Là c'était un petit peu le style un peu la façade de l'hôtel Splendide, là, comme c'était fait. Et là c'est toujours la partie château, et avec la route qui monte, là, qui sort là en dessous. Et là c'était l'arrière. Donc voyez, on voit encore un peu des choses de service. Ils allaient régulièrement à la glacière de Corançon. Vous avez dû en entendre parler, je pense. Peut-être à Corançon, maintenant il n'y a plus rien, mais c'est encore un lieu d'excursion, un petit peu, la glacière de Corançon. Et ils allaient chercher des blocs de glace. Et là, sous l'immeuble Les Jonquilles, il y avait un mamelon, un peu, et mon père a fait percer. Et quand ils allaient chercher de la glace, le camion, ou la charrette, je ne sais plus quoi, non c'était le camion, versait les blocs de glace dans le trou et pouvait la récupérer par-dessous aussi. Mais ça avait été tout taillé pour l'hôtel en fait, si vous voulez. C'était toute une façon de vivre qui était spéciale. Mais le mieux, c'était quand même l'histoire de ma tante, qui était une vieille demoiselle, et qui avait, j'avais un oncle, un grand-oncle que je n'ai pas connu, moi, qui est mort à la guerre de 14, en venant de la guerre de 14. Et elle avait toutes les médailles, toutes ses décorations et tout. Et elle avait dit, mais elle avait peur, elle disait, si on a cette décoration, qu'est-ce qui va se passer, on va nous tuer et tout. Bon, autant les jeunes, on était décontractés, mais enfin, il y avait des personnes âgées qui étaient, on n'était pas très âgées à l'époque quand même, mais enfin, qui avaient dit, mais non, il faut les cacher, il faut les cacher. Et puis elle les avait mises dans une boîte à biscuits. Elle avait tout mis, des papiers, des décorations, des rubans, enfin tout un tas de trucs, et des tablettes de chocolat. Voilà, parce qu'elle adorait le chocolat. Et donc elle est allée enterrer, elle a dit, il faut que je me débrouille, mais elle ne nous l'avait pas dit. Elle ne nous l'a pas dit, elle est descendue, je pourrais vous montrer l'endroit où elle a enterré sa boîte de biscuits. Elle l'a enterré dans un petit bosquet du fond du parc. Puis ils sont arrivés après, donc les Allemands,
Et quand ça allait assez mal quand même, elle a dit mais il ne faut pas qu'ils trouvent ça, ils vont tout me prendre. Et elle a dit je vais le récupérer. Et elle est partie, toujours sans rien dire, parce qu'on l'a obligée à nous raconter après. Et elle est descendue dans le bosquet, et il y avait un canon, juste un canon avec la fût de canon, et dessous il y avait la boîte de biscuits bruns enterrée. Et elle y est allée, mais malheureusement en arrivant sous la fût de canon, elle s'est rendue compte qu'il y avait un Allemand qui dormait. Il était couché, il était allongé, et il dormait. Alors elle a quand même gratouillé dans les feuilles et tout, et elle a récupéré sa boîte. C'était trop tard. Alors il s'est mis à crier, il a appelé les copains et tout, et ils se sont tous rués autour d'elle, et ils lui ont arraché la boîte. Elle est arrivée, moi je la vois bien, toute décoiffée et tout, mais ils ne l'ont pas bousculée. Et elle est arrivée à la maison, donc, et en larmes. Elle a dit, ben, j'ai récupéré, mais ils m'ont pris tout mon chocolat. Et voilà. Alors ça fait rire toute la famille. Et puis au moment de la guerre, donc, l'hôtel, il n'y avait plus personne, l'hôtel fermait. Et c'est le moment où les Polonais sont arrivés. La Croix-Rouge polonaise est venue, prospectait donc pour abriter, si vous voulez, des élèves d'un grand lycée polonais qui se réfugiait par l'invasion des Allemands. Et donc j'ai passé toute ma guerre, et jusqu'à ce que je me marie, à l'hôtel. Je voyais peu mes parents parce que c'était très grand, il y avait 20 employés, et donc tout le monde avait son travail. Et il est vrai que même avec des amis, dont Madame Matzin de l'hôtel de Paris, la vie des enfants de grands hôtels ont très peu de vie de famille. Voilà. Nous n'avions plus de clients et ça a été remplacé par les Polonais. Voilà, alors il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Et une vie très spéciale, enfin très spéciale, très bien. Et parce que c'était tous des enfants de réfugiés ou de grands hommes en herbe, si vous voulez, qui venaient, qui étaient réfugiés là. Il y a les premiers qui sont arrivés, c'était des hommes, garçons qui avaient 20 ans et qui sont partis en Angleterre. Là. C'était une pause. Et puis, il y en a eu aussi des enfants d'émigrés qui étaient dans le Nord. Quand les Allemands sont venus, ils sont venus là aussi. C'était plus de mon âge, quoi. Et puis il y a eu le moment de la résistance dont vous parliez, où les Allemands sont arrivés. Et ils sont tous arrivés. On était très inconscients, nous les jeunes. On nous a dit, ben, ils arrivent, ils sont en bas du bois de la Molière. On est allé les voir à la patinoire pour bien les voir. Voyez. On était complètement inconscients parce qu'ils arrivaient quand même à la baïonnette au canon. Hein. Et puis ils ont envahi tout le parc là, avec tout leur matériel. Donc le jour où ils sont arrivés, ils ont amené une mitrailleuse dans la partie de devant. Là, ils ont fait sortir tout le monde. Il y avait tous les élèves, il y avait tout le personnel, il y avait les professeurs, les directeurs, ils étaient tous là, ils sont restés du matin au soir, debout dans la cour. Et ils ont eu une pomme, je crois, pour midi, pour manger. Mais il n'y a pas eu un cri, pas une réflexion, ils n'ont pas bougé. Mais là, nous, on était cachés dans une partie, là, chez nous, et on regardait par la fenêtre parce que c'était très affolant, quoi. Et c'est donc tout lié avec la résistance. Et, voilà.
Mais donc ça devait être brûlé. Et c'est grâce au directeur qui était, M. Berrière, qui a discuté avec les officiers et le maire de Villars, qu'ils ont sauvé quand même toute cette partie-là. Ils n'ont pas emmené de garçons. Oui, ben voilà, ils étaient là, ils sortaient parce que l'entrée est en retrait, ils étaient tous là alignés devant la salle à manger, et il y avait la mitrailleuse qui était un peu en haut, quoi. Voilà, ben là, on le voit bien. Là, la mitrailleuse était par là. Et ils étaient, eux, ils étaient tous là, la journée où 250 personnes. Voilà, c'est ça. Bon, je sais que maman est venue nous réveiller un jour, c'était en pleine nuit, venez vite voir, il s'en va. Parce qu'en fait, le maquis de Versailles, ça a duré 4 jours, là, ici à Villars. Et ils sont partis. C'était tout dans le noir, on les a vus partir avec les camions. Et puis voilà, ça c'est donc une anecdote de l'hôtel, de ma vie. Et moi, ils sont arrivés, j'avais 10 ans, 10-11 ans, quoi. Et ils sont partis, j'en avais 16, quoi. Ouais, alors c'était vraiment ma jeunesse, quoi. Alors, moi, quand on m'a posé la question, c'est une partie de votre vie, j'ai dit non. C'est pas une partie de ma vie, c'est ma vie. Résister. Comment on peut il faut avoir des convictions, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Education must be free. I don't mean in payer. It must be free dans la... Not propaganda. Pas la propagande, évidemment. Education. Choisir ce qu'on a envie et pas se soumettre. Penser, je crois que ça passe d'abord par là. Travailler, continuer à développer son esprit critique. Tous étaient des humanistes, tous ceux que j'ai connus, les Samuel, les Chavant, des types d'une honnêteté à toute épreuve. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride highway. Drift away while I read. Donc là, en 1944, ils venaient tous les soirs pendant quelque temps. Hein. Ils avaient leur fusil mitrailleur ici ou mitrailleuse, j'ignore. Hein. Et puis nous étions là. Ils venaient faire le guet, quoi, en fait. Il fallait qu'ils se protègent au cas où. Mais ils ne prenaient rien. La plupart de nos pensionnaires n'étaient plus là. Philippe Veil était parti. Jean de Beauregard, lui, il avait quitté, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il avait laissé donc toutes ses affaires et surtout ses cartes compromettantes. On a une grande pièce avec toutes les cartes d'état-major des Alpes jusqu'à la Méditerranée collées. Et bon, plus facile. État-major terroriste. Et comme ma mère, je me souviens, elle était là. Moi, je la regardais là-bas. Elle disait Nicht terroriste, nicht terroriste. Bon, puis finalement, ils n'ont pas fait sauter la maison. Et ma mère, au moment justement de l'attaque du Vercors, s'est trouvée à Grenoble. Et elle a été, donc, quand elle a voulu remonter, elle a été arrêtée par les Allemands et qui lui ont demandé ce qu'elle faisait. Alors je ne sais pas pourquoi elle était descendue, parce que je ne sais plus. Et alors elle a pu remonter par le tram, mais là c'était en pleine bagarre. Donc elle est arrivée à Saint-Nizier. Et de Saint-Nizier à Villars, elle est venue à pied, avec des petits talons, avec une autre personne de Villars, Madame Blangonnet, et on lui avait dit, surtout ne marchez pas sur la route, ils vont vous tirer dessus. Et elles ont marché tout le long de Saint-Nizier à Villars, au milieu des champs. Et elles entendaient tous les coups de feu qui passaient et tout.
Et bon, ben ça, il ne nous l'a pas dit tout de suite. Ben, vous savez, l'atmosphère était... On a de la chance d'être là, c'est tout, hein, ma famille, parce que on a été sinistrés à 100%. Hein. J'ai perdu mes 2 oncles, 2 cousins, toute l'entreprise, 4 chauffeurs. Voilà. Et on a recommencé à zéro. Voilà. Ma vieille amie, là, avec qui on faisait des bêtises, toutes les deux, là, elle me dit quand même, de notre esprit, il n'est pas resté des souvenirs dramatiques. Mais qu'est-ce que vous voulez? On faisait le petit boulot de tous les jours comme il aurait dû se faire. Puis s'il y avait une entrave, bon, ben après, on faisait ce qu'on pouvait. Mais ça n'empêchait en rien le déroulement de la vie de tous les jours. Et on se faisait des couronnes à la César, voyez, parce qu'on prenait des épines de sapin et avec chaque feuille, on faisait une couronne. Ça, bon, voilà, on avait des jeux un peu naïfs, mais on se faisait plaisir de beaucoup de choses, c'est ça. Mais ça, après, c'est devenu dramatique parce qu'il y a eu ce samedi, tout ça. Et un jour, c'était moi qui étais de corvée, je descends avec mon sac tirelire, je descends à Pont-Aven, j'arrive juste au-dessus de la grande rue, je vois une patrouille allemande, alors je me colle contre le mur, puis je remonte. J'arrive en haut, mon frère il m'engueule, il me dit tu es un faussard, machin, etc. Alors je lui dis écoute, tu vas redescendre et je te suis derrière. On descend, la patrouille il repasse. Je lui dis j'ai quand même pas rêvé, non? Parce que mon frère il n'avait pas peur de rien. Moi j'étais un peu plus prudent. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas peur. Vous aviez pas... On n'a pas peur de la... On n'a pas peur de... Moi j'étais... Après Saint-Nizier, j'étais parti avec mon père à Saint-Martin-en-Vercors. Mon père était avec Chavant et moi je suivais. Mais on n'avait pas peur. Hein. J'avais une petite moto, j'allais donner les ordres à nos chauffeurs pour faire transporter les maquis les maquisards d'un côté ou à l'autre. Voilà. Et vous savez, nous, un jour, on ramassait du foin. Il y a 3 maisons maintenant, c'est à côté de ma maison, un peu plus bas. On ramassait du foin, là, ça appartenait à un neveu de ma mère. Et pendant qu'on était là, il y a un petit zingue, allemand, mais il était à peine à quelques dizaines de mètres au-dessus de nous. Il est venu nous emmerder, il a tiré avec sa mitrailleuse. Bon, il voulait certainement uniquement nous faire peur, mais c'est très désagréable. Vous en aviez un sur la charge de foin. Moi, j'étais devant les vaches, parce que, étant petit, je ne ramassais pas le foin avec les fours. Je bloquais les vaches pour qu'elles ne bougent pas pendant le chargement du foin. Il y avait ma sœur Loulou qui tirait la petite racleuse à main, là. On était là, on a continué à ramasser le foin. Qu'est-ce qu'on allait faire? On ne pouvait même pas s'en aller, il était au-dessus de nous. Ce sont des choses bizarres. Ben bon, c'était inconnu, c'était imprévu, mais on faisait avec, et puis la vie continuait. Ouais, ils passaient au-dessus de la maison avec une autre fois, ils sont passés le matin, et nous, on est à peu près au milieu de... Oui, en mitraillant quoi, j'en sais rien. Ouais, ils passaient comme ça, très bas. C'était pour nous intimider. Oui, pour intimider les gens, mais... Bon, je regardais ça, c'était nouveau. Enfin, nouveau. J'avais entendu les avions de bombardement pendant l'hiver 43-44. Une nuit, je suis réveillé, et j'étais dans la chambre de mes parents, et bon, je sais pas, j'ai dû manifester. Oh, on m'a dit, mais ce sont des avions, ils vont bombarder, je sais pas où ils vont. Mais c'est vrai que c'est inquiétant tout ça. Bon, une anecdote, par exemple, le 14 juillet, il y a eu un parachutage extraordinaire, parce que mon père, il voulait surtout pas qu'on aille faire quoi que ce soit.
Mais comme c'était nos camions et nos chauffeurs qui allaient ramasser les parachutages, on est parti avec mon frère dans un camion, le jour du 14 juillet. Et on arrive aux baraques, on n'a plus de pneus, c'était des chaussettes. On crève le pneu avant-gauche du camion, et le chauffeur il roulait assez vite parce qu'on était en retard, et il était allé se fracasser contre un arbre, le radiateur nettoyé, etc. Donc on n'a pas été, on ne sera peut-être plus là, c'est sûr, on n'a pas été audacieux, ramasser le parachutage. Voilà. How was the atmosphere at that time? Terrible. Everyone was like that, nerveux, anxious, dangereux. Des copains, qu'on peut appeler, deux qui jouent au hockey, j'ai joué avec eux. Et puis les autres, on se connaissait très bien. Hein. Mourir si jeune, surtout sans pouvoir se défendre, fusillé, on les descendait du camion, bon, j'étais pas là, mais paraît-il, ils descendaient du camion, ils les tuaient au fur et à mesure. Ouais. Enfin, et ça s'arrête pas, ça continue. C'est un désastre, ça. Ce qui se passe en Syrie. Et c'est pour ça que quand même, quand il y a eu le débarquement le 6 juin, quand même tout le monde en France a poussé un grand soupir de soulagement et a dit « Enfin, enfin, tout le monde a dit ça ». Et puis, ça n'a pas été facile, hein, parce que, d'accord, en Normandie, on se battait, mais ailleurs, c'était des mouvements qui surgissaient, qui s'opposaient violemment aux autorités en place et aux Allemands, et ça entraînait toujours des conséquences terribles, mais ça a fini par porter ses fruits. Même si ça a été dévastateur pour nous, hein, le maquis... ça a fauché une certaine jeunesse à Bidart, malgré le 44. C'était triste. Hein. Et c'est pour ça que quand il y a eu le débarquement en Normandie, les jeunes sont tous précipités chez nous. Du jour au lendemain, il y a eu 2000 jeunes, des jeunes de 16, 18, 19 ans, 20 ans. On n'a pas les moyens de les nourrir, pas les moyens de les habiller, etc. De les armer. Les armer aussi. Ça a été dur, hein. Tous étaient des humanistes. Tous ceux que j'ai connus, les Samuel, les Chavant, tous, des types d'une honnêteté à toute épreuve. Mais c'était beaucoup des socialistes et francs-maçons. Hein. Et à Londres, c'était des réactionnaires. À l'époque, on était résistants déjà dans l'âme. On n'admettait pas qu'on ait baissé les bras en 40. Et donc, on a fait un petit noyau à partir de 42, 43. Enfin, mes parents, hein, parce que moi, j'étais très jeune. Ils ont fait un petit noyau. Et puis ensuite, ça s'est développé, mais c'est parti de Villars. The attitude of the Germans in killing when they didn't have to. L'attitude des Allemands lorsqu'ils tuaient sans y être obligés. Ça, c'était... I have difficulty with that, even today. Et même encore aujourd'hui. It's a gratification when they were supposed to be civilized. I don't know how you can do that kind of killing. Il ne sait pas encore aujourd'hui comment c'était possible. Gratuitous. Pareillement, alors qu'ils n'y étaient même pas obligés. Here's the two words together: gratuitous violence. In other words, it's almost as if I kill you for the fun of it. C'est comme si les Allemands s'amusaient à tuer. Yeah, I can't even maintenant 60 ans, 63 ans, non 73 après, c'est très très difficile pour moi à accepter. I don't know how you could do that. Ouais,
Fernand Paul, Pascal Alphonse, Thomas Marie, Morin Anaïs, Blanc Marie, Allard Eugénie. Ça symbolise quoi pour vous de venir à une journée comme ça aujourd'hui? C'est rappeler tous ceux qui sont morts pour la résistance, toujours penser à eux et pour qu'on se rappelle qu'ils ne sont pas morts pour rien, que c'est pour la France qu'ils sont morts. Résister, c'est quand même un mot qu'on peut utiliser aussi dans la vie de tous les jours et vous pensez que ça signifie quoi exactement? Enfin, ça signifie quoi pour vous? C'est dire non quand on n'a pas envie, choisir ce qu'on a envie et pas se soumettre. Vous pensez que justement la guerre, avoir résisté, c'est ce qui a réuni un peu tout le monde? Oui, je pense, oui. Non, je crois que c'est un problème de mentalité. Hein. Les gens... moi, je sais que mon père... en 40, il s'est mis à pleurer, je le voyais pleurer sur la table. Ça l'arrachait, quoi. Il n'admettait pas qu'on baisse les armes comme ça, quoi. Pourtant, mon père, c'était pas un gars de l'armée. Hein. Pour vous, aujourd'hui, comment on peut résister, préserver un peu notre liberté? I can translate for me. For you today, how can we resist and preserve our liberty? Education must be free. I don't mean in payer. It must be free dans la... Une éducation doit être gratuite. Yeah. Not propaganda. Pas la propagande, évidemment. Education. And then you use your mind to make decisions. What you see in the paper, the Nouveau, the Journal, the text. If you're not educated, you're open to any kind of manipulation. Cette direction, notre direction, fasciste, communiste, démocratie, c'est ici. And pour le peuple, for the people. You must care about people. That's a democracy. You care, you have respect for people. That's how you know. If you're old, people take care of you. If you're young, you're taken care of. If you're in bad health, there's medicine to take care of you. That's democracy. Yeah. Résister? Il y a des gens qui résistent quand même. Comment on peut? Il faut avoir des convictions, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ils risquent des condamnations. Vous, parmi les idées circulantes, il faut que vous fassiez votre choix et que vous défendiez ces idées, quoi. Même si elles vont à contre-courant de la mode, hein. Il faut savoir ne pas être trop, disons, conventionnel. Hein. Parce que, bien sûr, la société n'est possible entre les hommes que par l'établissement de conventions. Mais enfin, les conventions ne sont pas toujours ce qu'il y a de mieux. Hein. Elles sont pas souvent... Enfin, il y en a qui ne sont pas discutées en plus. Oui, mais il faut savoir de temps en temps remettre en cause certaines choses. It describes what people are willing to die for. And it's interesting that the French farmer who saved my life, I had the good fortune of finding him 20 ans après. Ça, c'est un grand secret là-bas. And I said, pourquoi, comme un homme marié avec des enfants, pourquoi vous avez sauvé ma vie? Et il me dit, mais vous saved my life. And I said, but I was a soldier. C'est nécessaire pour faire comme le commandant m'a dit. Mais vous êtes un civil. And you did it. And you were married. And you had something to lose. But I had no argument. He decided that it was important that if I come as a liberator, which I wasn't then because des Allemands après nous. So it means a great deal to me that some individual, simplement un citoyen, a décidé son vie et ma vie. C'est formidable.
Ah, l'indignation, bien sûr. Bien sûr. Alors, heureusement, on ne peut pas perdre ses capacités d'indignation à n'importe quel âge. Et quelles que soient les expériences qu'on a eues. Parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables, bien sûr. Absolument. Quand j'entends la télévision, je rue dans mes brancards. C'est quoi qui vous indigne vraiment en fait? Bah, on n'a plus de moralité, on n'a plus de sens civique. Je sais pas, moi, de moralité. Quand on voit que nos politiques, que ce soit de droite ou de gauche, depuis 40 ans, ils votent des budgets toujours en déficit. On arrive à 2200 milliards de déficit. C'est vous qui les payez, c'est pas nous. C'est vous, les jeunes. Et on fait rien, on continue. Qu'est-ce qui vous indigne particulièrement? L'injustice, c'est ça. Ce qui est primordial chez nous tous, hein, c'est le sentiment d'injustice. Quel qu'il soit, à n'importe quel niveau, que ce soit dans une famille entre les enfants, que ce soit sur le plan politique. Ça a commencé par la bataille de Saint-Nizier, le 13 juin. Et moi, j'avais 14 ans. À cette époque-là, il y a Pierre Besse, dit Jésus, son nom de guerre, qui travaille au Dauphiné de Buret, qui a été blessé à Saint-Nizier. Alors, c'est un de nos chauffeurs, parce qu'on avait des tractions avant, on avait enlevé les sièges et on mettait des brancards dans les tractions. Ah oui. Alors, il y a un chauffeur qui a été chercher ce blessé, et il est passé, en venant de Saint-Nizier, il est passé dans nos bureaux pour dire, bon, il est blessé, mais il ne peut pas continuer parce qu'il avait un autre truc à faire. C'est moi, à 14 ans, qui ai pris le volant, je l'ai emmené à Saint-Martin-en-Vercors. Saint-Martin-en-Vercors, le maquis avait fait un hôpital. On les a d'abord emmenés dans le Diois parce qu'on voulait les mettre aux hôpitaux de Die. Et puis à Chamalloc, quand on est arrivé là-bas, les maquisards nous ont dit les Allemands sont là, il faut les remonter. C'est mon oncle Paul qui conduisait le car. On avait enlevé toutes les banquettes et on avait mis les blessés là-dedans. Il y avait les gros blessés étaient là-dedans. Alors donc il est remonté. Et moi je le suivais avec une camionnette avec mon frère et puis on est remonté et c'est de là qu'il a reçu l'ordre de les emmener à la Côte de la Lure. Et mon frère a dit, moi, pas question, je ne vais pas dans la Grotte de la Lure. Il me dit, oh ben on va mettre les blessés à la Grotte de la Lure. Il faut que tu ailles à la Grotte de la Lure. J'ai dit, moi je ne crève pas dans un trou, je ne veux pas, je ne connais pas. Et après on est parti à Pont-à-Royan, au lieu dit le paradis, c'était le paradis puisqu'on s'est sauvé. Je suis resté là-bas jusqu'au 5-6 août, puis je suis revenu sur Grenoble là, pour venir voir mes grands-parents. Je me souviens, il y avait au collège, je ne sais pas pourquoi, un Polonais qui s'appelait Novak, qui avait 16 ans. Il était bien ce type-là. Il était intelligent, on nous le montrait en exemple, il avait 16 ans. Il avait des bonnes notes, il était comme ci, il était comme ça. C'est le plus jeune des Polonais. We all float down in plastic feeders out of a Fasciste, communiste, démocratie, c'est ici. Some of it laughed, but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride.
Bonjour, bienvenue dans nos locaux. Merci. Au sujet de la mâchoire d'ours, où l'avez-vous découvert? Alors, on dira une mâchoire, c'est vrai, c'est une mâchoire, mais en fait c'est une mandibule complète. La mandibule étant la partie mobile de la tête osseuse et le maxillaire appartenant à la partie fixe de l'appareil masticatoire. Donc c'est une mandibule complète d'ours brun qui a été découverte à Sassenage sur la station de la Grande Rivoire. Alors, comment en avez-vous conclu que cette bête était apprivoisée? Au stade de la fouille, quand on a découvert les ossements, on s'est aperçu qu'il y avait une encoche entre la molaire 1 et la molaire 2. L'ours, il a une dentition qui est très simplifiée, 3 incisives par hémimandibule, la canine bien sûr. Il est classé parmi les carnivores. Et ensuite, il a un reliquat de la P3, la P4, prémolaire 4, molaire 1, molaire 2. Alors, il y a une profonde encoche dans l'os entre la molaire 1 et la molaire 2. Et cette encoche, c'est ce qui a attiré notre attention, est parfaitement symétrique sur les 2 hémimandibules. Ensuite, il y a un écrasement mécanique de l'os qui était provoqué par ce lien, probablement souple, qui a été placé lorsque l'animal avait ses dents de lait. C'est-à-dire, on suppose qu'il a été capturé vers l'âge de 3 mois. Donc un ourson, un petit ourson. Et ensuite, ce lien a gêné la croissance de la mandibule et la croissance des dents M1 et M2. En effet, il y a une partie polie des racines antérieures de la M2 et postérieure de la M1 avec un début de carie en quelque sorte qui montre bien une usure mécanique de ces dents. Ça, la nature ne le fait pas. On rencontre souvent des problèmes osseux de ce type, chez le sanglier notamment, mais ce n'est jamais symétrique. Donc, d'après cette hypothèse, à quoi servait-il? À quoi servait l'ours? Oui. Alors pourquoi là, l'avait-il apprivoisé? Là, c'est la porte ouverte à ce qu'on veut. Les monteurs d'ours du Mésolithique n'existaient pas, à mon sens. Par contre, je pense que... Alors, le Mésolithique, c'est la période des derniers chasseurs. Cette hémimandibule a été datée entre 6000 et 6200 avant Jésus-Christ en date radiocarbone calibrée. Alors, je suppose que la présence de l'ours, parce que le loup déteste les ours et le loup en a peur, je pense que la présence de l'ours devait dissuader les loups de venir, si j'ose dire, s'attaquer, ou en tout cas solliciter la nourriture stockée par les Mésolithiques de la Grande Rivoire. Quelle sorte d'ours a existé sur le Vercors? Alors, quelle sorte d'ours a existé sur le Vercors? Plutôt quelle espèce? Quelle espèce, d'accord. Alors, d'après les informations que j'ai pu recueillir dans la bibliographie sur le sujet, il semblerait que le Vercors ait connu la présence de 3 types d'ours différents. Donc, le plus ancien, qu'ils ont appelé l'ours de Denninger, qui est apparu peut-être il y a plus de 500 000 ans avant notre ère. Qui, a priori, d'après les scientifiques, pourrait être l'ancêtre de 2 autres types d'ours qui ont existé sur le Vercors, l'ours des cavernes et l'ours brun. Alors, l'ours, c'est plutôt un animal solitaire, parce que son activité principale, on va dire, ça va être de s'alimenter. Il passe beaucoup de temps à s'alimenter, et s'il y a de la concurrence au niveau de l'alimentation, il n'aime pas trop ça, et il va plutôt être bagarreur. Les raisons qui font que l'ours va côtoyer ses congénères, ça va être pour la reproduction, parce qu'il y a un moment, il faut bien que la femelle rencontre le mâle. Et puis, ça va être la femelle qui va élever ses oursons pendant un peu plus d'1 année. Alors l'ours, c'est un animal a priori qui est hyper adaptable, c'est-à-dire qu'il va être capable de s'adapter à son milieu de vie, et notamment à la géographie de là où il vit, mais aussi surtout au climat. Donc après, en fonction des millénaires, le climat a varié beaucoup, et du coup l'ours s'est adapté. Moi, je trouve que c'est une découverte importante, d'ailleurs nous l'avons publiée. C'est une découverte importante parce que ça montre l'appropriation du sauvage et d'une bête sauvage par des chasseurs préhistoriques.
Et ça montre une certaine détermination, parce qu'il faut quand même y aller pour entretenir une bête pareille. Voilà, et puis je crois pouvoir dire qu'on est très loin d'imaginer le niveau culturel des chasseurs mésolithiques et leur degré d'avancement du point de vue des mentalités et du point de vue aussi technique et technologique. Ah, alors voilà une bonne nouvelle. En fait, c'est tout à fait conforme à ce qu'on pensait, puisqu'on avait daté par la couche tout début du 6e millénaire, fin du 7e. Donc 6100, 6000 avant Jésus-Christ, on est complètement dans la bonne fourchette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, et puis on se revoit pour étudier tout ça plus à fond. À bientôt, Christine, au revoir. Le principe de la datation en elle-même, si on peut dater, c'est parce qu'il y a du C14 un peu partout, du carbone 14 partout. Et ce carbone 14, en fait, il se forme dans la haute atmosphère. Ce sont des neutrons, des neutrons cosmiques qui vont rentrer en contact avec des atomes d'azote et qui vont former du carbone 14. Et c'est parce que le gaz carbonique est formé avec une partie de carbone 14 qu'on va le retrouver partout. Et tant qu'on est vivant, on en absorbe, et celui qu'on a déjà, lui, il se désintègre, c'est-à-dire qu'il disparaît, puisque c'est un élément radioactif. Voilà. Et donc, actuellement, on a tous la même teneur en carbone 14, la même teneur que l'arbre d'à côté et que la vache ou le chien d'à côté. Et celui qu'on a stocké continue à se désintégrer, et ce qu'on va faire, c'est mesurer ce qui reste dans un corps mort, dans un os, ou dans une plante, ou un bois mort, pour savoir combien de temps s'est écoulé entre le moment de la mort et le moment où on va le dater. Alors il y a beaucoup d'éléments radioactifs dans la nature, un peu différents. On connaît l'uranium, on connaît donc le C14, on en connaît d'autres, le césium. Et ils suivent tous la même loi de physique. La seule chose qui change entre chaque élément radioactif, c'est ce qu'on appelle la période. Alors pour le carbone 14, c'est 5568 ans. Donc on sait qu'à partir du moment où l'animal, on va parler d'animal, est mort, l'ossement aura perdu la moitié de sa radioactivité tous les 5570 ans. La moitié du carbone 14 qu'il avait au moment de sa mort, il en aura perdu la moitié au bout de 5568 ans. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout bête. On va récupérer le carbone 14, mesurer ce qu'il en reste, et regarder sur la courbe où est-ce qu'on va trouver, depuis combien de temps, en fait, on a l'individu est mort. On s'est rendu compte assez vite que tout ce qu'on datait, c'était pas tout à fait bon. C'était un peu... voilà. Et heureusement pour nous, en fait, on peut maintenant à peu près corriger toutes les datations qu'on fait. Et ça, parce que dans la nature, il y a un phénomène exceptionnel, c'est les arbres. Là, tu vois, il y a je vais chercher plutôt une rondelle. Enfin, là, on voit une rondelle d'arbres avec des cernes de croissance. Ici, tu as le cœur. Et puis, chaque cerne de croissance correspond à une année. Alors, pas pour tous les arbres, mais pour les chênes, pour tout ce qui est résineux, les pins. Et cette pousse-là, en fait, va nous permettre, ce phénomène-là va nous permettre de corriger les datations. Donc, certains arbres font un cerne par an, et ils ont aussi la bonne idée de stocker la teneur en C14 de l'année de leur pousse. Ça veut dire que si je mesure la radioactivité du cœur et que mon arbre a 100 ans, je trouverai la radioactivité d'il y a 100 ans. Si je me mets sur le cerne de l'année du 50e cerne, je trouverai la teneur en C14 d'il y a 50 ans. Et si je me mets sur la périphérie, l'écorce, si je mesure la radioactivité, j'aurai la radioactivité de l'année. Donc si on connaît comme ça, année après année, en remontant dans le temps, les teneurs en C14, on va pouvoir savoir que lorsqu'on va mesurer une teneur en C14, on va pouvoir trouver un ABAC, sur l'ABAC, la correspondance réelle.
il faut en fait qu'on récupère le carbone de l'échantillon, le carbone qui a été en équilibre avec l'atmosphère. D'accord ? Donc la première chose qu'on va faire pour un os, c'est qu'on va le broyer. Et on va ensuite extraire la matière organique de l'os. Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sur l'os directement, mais par contre, on va travailler sur le collagène de l'ossement. Et pour travailler sur le collagène de l'ossement, on va broyer et ensuite on va faire une espèce de, je dirais, de pot-au-feu, entre guillemets. Mais c'est à peu près le même principe. On va faire tremper cette poudre dans une solution un peu acide et on va la faire bouillir pendant toute une nuit. Et comme dans un pot-au-feu, quand tu mets un os dans un pot-au-feu, le liquide va se colorer. Et bien c'est ce qui se passe pour mon échantillon. Le liquide dans lequel il bout va se colorer. En fait, c'est le collagène de l'os, la matière organique de l'os, qui passe en solution dans l'eau acide. Une fois qu'on a passé toute la nuit à faire ça, on va enlever la poudre qui reste. C'est des paillettes de collagène. Ça, c'est un échantillon qui est sorti donc, en liquide, que j'ai pesé, dans lequel, quand on regarde bien, on voit que c'est légèrement violet, bleu. Donc j'ai mis quelque chose, un produit, qui va m'aider à détecter ce qui se désintègre, les atomes qui se désintègrent. Et le système ensuite enregistre le nombre d'atomes qui se désintègrent. En bref, le nombre de petites lumières. Voilà, le nombre de petites lumières, des chocs en fait dus à la désintégration des atomes. Et en fait, on peut en fait arriver à voir, là on les a, en coup par minute, savoir combien il y en a qui sont désintégrés. C'est ce qui va me servir moi derrière à faire les calculs et à donner une date. Et qu'est-ce que tu cries? Qu'est-ce que tu cries quand tu es là? Sors! Sors! C'est l'énergie. D'accord. Faut qu'ils t'entendent. Donc, ce qui est intéressant à la Grande Rivoire, c'est que dans toute cette séquence qu'on appelle inférieure, parce que c'est la base du remplissage sédimentaire, on a toute la succession des sociétés de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, entre 8400 ici et 5800 ici. Elle va être où la mâchoire d'ours là-dedans? Tu te rappelles la date qu'on a dit avant? On a dit 6000, 5008. C'est-à-dire que la mâchoire d'ours, elle est tout en haut. C'est vraiment la toute fin de ces périodes du Mésolithique. Donc à la Grande Rivoire, il y a une découverte exceptionnelle. Il ne ressemble pas à un chien, mais un ours. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ours a été domestiqué? Non. Non, c'est bien. Donc l'ours n'a pas été domestiqué. Il a été quoi, cet ours de la Grande Rivoire? Il a été... apprivoisé. Hein? Paléo, méso, néo, dans l'ordre. C'est toujours des chasseurs-cueilleurs. C'est toujours des populations qui exploitent les ressources sauvages, que ce soit par la chasse, la pêche ou la cueillette, hein, pour aller cueillir des végétaux. Sauf que le climat, il a changé. On n'est plus du tout dans ce climat froid du Paléolithique supérieur. On est dans un climat tempéré proche de l'actuel. Ça veut dire qu'il y avait des forêts à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Et qu'est-ce qu'on chassait donc dans ces forêts? Les mêmes espèces qu'aujourd'hui, c'est quoi? Marmotte. Alors la marmotte, c'est plus en hauteur, ouais. Mais sinon, à ces altitudes, voilà, le cerf, le chevreuil et le sanglier. D'accord? C'est les trois principales espèces chassées au Mésolithique dans la forêt. Et comment ils chassaient ces Mésolithiques? Non plus. Voilà, ils chassaient plus à la sagaie et au propulseur. Le Mésolithique, c'est l'invention de l'arc. Donc on trouve les premiers arcs et les premières flèches. Un outil qui est beaucoup plus adapté à la chasse en forêt que n'étaient les grandes sagaie, hein, avec les propulseurs. Donc c'est toujours des chasseurs-cueilleurs, ils sont toujours nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent régulièrement, hein, mais ils se déplacent quand même dans un territoire qu'ils connaissent bien. Ils se déplacent pour exploiter les ressources animales, mais aussi les matières premières quand ils ont besoin de silex. Hein. Et ça c'est une chose très importante ici dans le Vercors, c'est qu'on sait que ces Mésolithiques, pendant toute la période Mésolithique, eh ben, ils sont aussi bien dans les zones basses comme ici à 600 mètres d'altitude qu'en altitude jusqu'à 1700 mètres sur les hauts plateaux ou sur le plateau de Villars. Hein. Il y a des indices de ces occupations sur la commune de Lens-en-Vercors, il y en a à Villars-de-Lans, hein, il y en a
il y a plusieurs sites où on a trouvé des silex de cette période. Donc des populations qui exploitaient le territoire entre la plaine et la montagne, probablement au cours des saisons. En été, ils allaient chasser sur les cimes, et puis en hiver, ils étaient plutôt dans les zones plus chaudes, ici, ou carrément plus bas encore dans la plaine de l'Isère. Donc ça, c'est deux exemples d'extrémités de flèches du second mésolithique. Entre 6700 et 5800 avant Jésus-Christ, c'est comme ça qu'ils fabriquaient leurs pointes de flèches. Voilà une de ces petites armatures de flèches qu'on appelle un trapèze. Tu vois qu'elle a une forme trapézoïdale. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit fragment de lame. C'est une lame, c'est-à-dire que c'est un éclat qui part très long, très régulier, comme ça. Et après, il faut une petite retouche, il la tronque. Là, tu vois, si tu regardes bien avec la lumière, tu vois qu'il y a plein de petits négatifs d'enlèvement. Tac, 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 tac. Tac, 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 pour lui donner cette forme caractéristique de trapèze du second mésolithique. Après, tu reconnais par rapport à ce que je montrais avant, si je me mets comme ça, tac, on a exactement la pointe qu'on avait sur l'autre, avec une extrémité perçante et une petite barbelure ici. D'accord? Donc le trapèze, c'est l'outil caractéristique du second mésolithique, que l'on appelle le castelnovien. Ça, tu vas oublier. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces niveaux mésolithiques? Donc ça, je l'ai déjà dit. C'est ces couches très anthropiques, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sédiments liés aux activités humaines. Anthropos, c'est l'homme en grec. Dans ces couches très anthropiques, on trouve des petits foyers, des petites structures de combustion sur lesquelles ils cuisinaient, où ils faisaient de la lumière, de la chaleur. Mais autour de ces foyers, tout le matériel dont je te parlais, la faune et le silex. Alors la faune, cerf, chevreuil, sanglier. Ils chassaient ça dans l'environnement immédiat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à certaines périodes, on a de la loutre, du castor, de la tortue, du canard, qui nous montrent qu'ils descendaient dans la plaine de l'Isère pour chasser aussi, qui revenaient à l'abri de la Grande Rivoire. Que dans les camps de base de montagne, on avait tout l'outillage domestique traditionnel qu'on avait sur les sites de plaine, par exemple. Mais, de manière satellite, à 20 minutes de marche, 15 minutes, sur des cols, du campement, eh bien, il y a des toutes petites stations où on a pratiquement que des pointes de flèches, cassées, pas cassées. C'est-à-dire que les chasseurs montaient un peu plus loin pour guetter ce qui se passait au pied des falaises, dans les éboulis et tout ça. Et donc là, ils fabriquaient des flèches tout en observant ce qui se passait au loin. Peut-être la fumée qui était à 4-5 heures de marche ou plusieurs journées de marche. Voilà. Et ça, c'est quand même pas forcément un mode de chasse, mais c'est quand même une preuve qu'ils faisaient des affûts et des surveillances prolongées de leur environnement. Probablement qu'on chassait à l'approche et à l'affût, comme le font la plupart des Indiens, même encore actuellement, quand ils ont la chance de pouvoir chasser à l'arc. C'est-à-dire qu'ils approchent le gibier, et puis à un moment donné, ils ont des signes, hop, ils s'arrêtent, et ils ont toute une stratégie pour contourner, enfin bref, et pour les tirer à très courte distance. Et associé à tous ces restes de faune, on trouve des centaines, voire des milliers de silex taillés, à savoir qu'on trouve toute la matière première qu'ils ont utilisée, ce qu'on appelle les nucléus, les blocs qui sont soit ceux de la falaise, soit ceux d'autres gisements du Vercors ou de Chartreuse, où on voit les traces
d'enlèvement, hein, où ils ont enlevé les éclats et les lames, ou alors on trouve les éclats, les lames et tous les outils qu'ils fabriquaient avec ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient des petits grattoirs pour gratter les peaux, ils faisaient des petits racloirs pour racler le bois, ils faisaient des perçoirs et différents autres outils, mais surtout, en très très grande quantité, ils fabriquaient des toutes petites pointes de flèches dans ce premier mésolithique qui est là. Ce n'est pas celui qui te concerne, c'est le premier qui est là entre 8400 et 6700. Tout ce paquet-là, ils faisaient ce qu'on appelle des microlithes. Et là, tu as une restitution d'une flèche. Ce n'est pas une vraie, hein. C'est Jocelyn qui taille le silex qui nous a fait une restitution de comment ils fabriquaient leurs flèches. Donc ça, c'est que le bout de la flèche. Elle était beaucoup plus grande avant l'été, hein, souvent comme ça. Mais le bois ne se conserve pas, tu sais ça. Hein. Ouais. Et puis voilà, ça c'est des petits silex qui taillaient, c'est des petits triangles qui mettaient comme ça sur le côté de la hampe et puis ils mettaient des petites pointes en bout. Donc ça fait une flèche qui est très efficace, ça fait une extrémité perçante, puis des petites barbelures, comme on les appelle, dilacérantes, hein, qui vont blesser assez fortement l'animal, qui va saigner beaucoup et qui va donc assez vite s'arrêter. Il faut pas, oui, je pense que pour eux, se nourrir n'était pas nécessairement un problème. C'était une préoccupation, c'était nécessaire. On avait une vision à quelques jours, peut-être, quand on attrapait une grosse bête. Quand tu es un cerf, par exemple, si on arrive à ramener les gigots et les épaules, on a tout de suite une 40aine de kilos de viande. On peut la boucaner, la conserver quelques jours. Mais je pense qu'au quotidien, ils avaient, ces mésolithiques, une telle connaissance approfondie de leur environnement, de leur milieu environnant et des ressources naturelles disponibles qu'ils savaient à peu près tout exploiter. Est-ce qu'on sait de quoi il est mort ou pourquoi il est mort? Non, on n'a aucune idée de la nature de sa mort, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. On peut supposer ce qu'on veut. Peut-être qu'il a mangé un bébé qui passait, et puis ils en ont eu marre, ils ont dit ça suffit. Peut-être que c'était rituel, on peut imaginer bien sûr ce qu'on veut, bien qu'à mon sens on soit sur une pente glissante dans ce sens, c'est un peu dangereux. Moi je pense qu'ils l'ont tué parce que, enfin je pense rien en fait, je n'en sais rien. Mais ce qui est pratiquement certain, c'est qu'ils l'ont tué, volontairement.
but we stick together. We stood up and flow, we did get better. Put on a smile every ride our way. Drift away while I read newspaper. Put on a shell